Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir comme invité du journal monsieur l'ambassadeur Adoum Younous My, plusieurs fois ministre, actuellement président du conseil provincial de l'Enedi Ouest. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information comme invité du journal. Merci. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous allons d'abord dérouler le journal et nous reviendrons avec vous tout à l'heure. Page politique de cette édition, les mutilations génitales féminines sont interdites au Tchad depuis 2002 par une loi votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Pourtant, malgré les campagnes de sensibilisation et les nombreux forats organisés pour éradiquer ce fléau, cette pratique a encore de beaux jours devant elle. Dans la province du Mandoul, ces pratiques traditionnelles néfastes continuent de faire des victimes. Notre reporter Minga Madiberam Christiane a séjourné dans le Mandoul. Voici à ce sujet son reportage. La prévalence de l'excision varie considérablement selon les provinces. Dans la province du Mandoul, berceau de l'ethnie Sahara, plus de 80% des femmes et filles sont excisées selon les données de Caire, publiées en février 2024. Plus les combats se multiplient pour son éradication ou abolition, plus d'autres cas se multiplient. Mais selon Madi Rangar Alkwa, coordinateur de ARED, l'excision demeure un gagne-pain pour certains dignitaires. L'excision aujourd'hui est devenue ce n'est plus une question de coutume. Si vous réunissez même les tenants, les dignitaires même coutumiers, ils te disent si tu veux arrêter l'excision, il faut leur prendre en charge. Ce n'est plus la coutume. C'est une question d'intérêt. Cet avis est également partagé par le garant de la tradition, le chef des cantons de Bessada. Il y en a qui vont aller jusqu'à vous dire que sans cette pratique, ils ne peuvent pas vivre et sans cette pratique, ils ne peuvent pas aussi exercer. Donc, je ne sais pas. Il faut taper sur qui pour que cette pratique s'arrête. Nous, au niveau de la chefferie traditionnelle, des fois, quand les gens s'adonnent à cette pratique, on n'est même pas informé. Dans certaines concessions, même le parent, le père de la fille qui est excisée n'est même pas mis au courant. Et c'est le moment indiqué. C'est les vacances. Si certaines sollicitent volontairement se faire exciser, d'autres se voient obligées ou prendre fuite à l'annonce de la nouvelle. Je vivais avec ma grand-mère. Et ma tante veut venir pour m'amener à l'excision. Et quand moi j'avais déjà écouté comme ça, là, moi j'avais s'enfui. Pendant que des voix se lèvent encore pour défendre cette pratique au risque de perdre leur culture ou identité, d'autres par contre en font leur pire ennemi et refusent même d'en parler. Chez nous, on ne pratique pas l'excision. Même nos enfants ne seront pas excisés. Moi, j'ai été excisée étant très petite et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Je conseille à mes cadettes de ne pas le faire. D'ailleurs, j'ai des grands-enfants qui ne sont pas excisés et elles ne le seront jamais. Alors même qu'elle est considérée comme une violation des droits de femmes, la pratique de l'excision semble avoir de beaux jours devant elle. Pour accompagner efficacement les femmes dans la lutte contre ces mutilations et surtout leur accès à la santé, une proposition de réforme s'avère nécessaire. Nous, on ne veut pas faire disparaître la coutume, parce que la coutume fait la valeur de la communauté. Mais on plaide plutôt pour sa réforme, qu'il n'y ait pas une amputation d'un organe quelconque, qu'on n'y ait pas une atteinte physique à qui que ce soit. Le Tchad est l'un des pays au monde où les indicateurs de santé maternelle et infantile sont les plus alarmants, indique CARE International dans son rapport de 2024. Pour ce faire, l'implication de tous les décideurs serait un atout pour un état de santé primordial des enfants et des filles en particulier. Toujours en société avec une agriculture largement tributaire des précipitations, le Tchad est confronté depuis quelques années aux effets pervers du changement climatique.
Le retard des précipitations ainsi que les inondations récurrentes ont un impact sur les rendements agricoles et peuvent entraîner l'insécurité alimentaire. De Doba, notre correspondante Fierté Ouara nous en parle. Avec une culture fortement dépendante des pluies, le Tchad fait face depuis quelques années au changement climatique. Entre l'arrivée des pluies tardives, les irrégularités en pleine campagne agricole et les inondations, beaucoup des producteurs dont les moyens de culture demeurent traditionnels peinent à avoir une bonne productivité. Pour Ngar Ingam Rodolphe, environnementaliste et cadre de développement, afin de faire face à la rareté ou l'irrégularité des pluies durant une campagne agricole, le meilleur atout pour le producteur demeure la prévention à travers le choix des variétés précoces. Ensuite, faire des pépinières pour des répiquages en ce qui concerne les cultures pluviales. Pour faire face au retard de pluie, ce que le cultivateur devrait faire, c'est simplement de pouvoir prévenir ce retard de pluie-là en choisissant des variétés à mettre en place. Généralement, on choisit des variétés précoces. Il ne faut pas seulement se tenir à des variétés précoces parce qu'il y a des variétés paysannes qui sont là, des variétés de nos parents qu'on ne doit pas laisser tomber. Des variétés comme le mil et le sorgho, par exemple, s'adaptent bien à l'aridité. Donc, il faut mettre en place ces cultures-là de manière à ce que, par exemple, les 600 ou les 700 mm de pluie qui vont tomber puissent s'adapter. Il faut aussi commencer à faire les pépinières pour des cultures qui sont pluviales, c'est-à-dire des cultures qui ont besoin d'une grande quantité d'eau. Dans ces cultures-là, c'est par exemple le riz. Il faut déjà produire des pépinières. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a un retard de pluie, c'est-à-dire que les inondations sont peut-être quelque part. Donc, dès qu'il va pleuvoir assez suffisamment, ce qu'on a fait en pépinière, on le répique simplement. Face au changement climatique, pour la fertilisation des sols, il est conseillé aux producteurs l'utilisation des composts naturels et la diversification des activités. De nos jours, on fait face au changement climatique. Et ce changement climatique-là, des produits chimiques ne peuvent pas être des solutions pour nous. Alors, pour des producteurs, nous leur conseillons l'agroécologie. Alors, mon conseil pour eux, c'est d'utiliser le compost, des fumiers, les biofertilisants et les biopesticides. Actuellement, un agriculteur, il ne faut pas compter que sur l'agriculture, même si ça reste l'activité mère. Alors, il faut se tenir à des activités comme l'apiculture, la pisciculture, des activités qui sortent de la forêt et tout. Donc, c'est très important d'avoir aussi à côté ces activités-là. Le changement climatique est un fait réel. Ses effets sont visibles et parlants. Tous sommes appelés à aider les producteurs afin d'accroître leur productivité. Mesdames et messieurs, page santé de cette édition, le clou de girofle, une épice obtenue à partir du bouton floral du giroflier, est réputé pour ses nombreuses vertus médicinales et culinaires. Il est particulièrement apprécié pour ses propriétés antalgiques, antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Voici à ce propos le reportage de Lénébi Guirayo Félicité. Le clou de girofle est un remède naturel efficace contre les maux de dents et les infections de la bouche. Grâce à ses propriétés analgésiques et antibactériennes, il peut soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les flatulences et les nausées en stimulant la production de sucre digestif. Ses propriétés antioxydantes aident à renforcer le système immunitaire en luttant contre les radicaux libres. Il peut également aider à réduire les inflammations, notamment celles liées aux douleurs articulaires, selon les spécialistes de la santé. De plus, il peut être utilisé pour repousser les mites alimentaires et les moustiques, notamment en plaçant des clous de girofle dans les placards ou en les enfonçant dans des agrumes. Ses propriétés antioxydantes participent à la protection des cellules et au ralentissement du vieillissement. Le clou de girofle est également utilisé pour rafraîchir la laine et lutter contre les bactéries responsables de la
mauvaise haleine. En médecine traditionnelle, il est employé pour traiter diverses affections, notamment les infections respiratoires, les douleurs articulaires et les troubles de la ménopause. L'huile essentielle de clou de girofle est puissante et doit être utilisée avec modération et diluée. Elle peut irriter la peau et les muqueuses. Une consommation excessive de clou de girofle peut provoquer des irritations digestives. Il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant l'utilisation thérapeutique, surtout en cas de grossesse, d'allaitement et de prise de médicaments. En somme, c'est une épice aux multiples facettes, offrant des avantages pour la santé et le bien-être, mais dont l'utilisation doit être faite avec discernement et connaissance. L'Association pour la générosité et l'amitié des jeunes intègres a célébré ce matin la journée internationale de la langue Hausa. C'était à Mondou. La célébration de cette journée a pour but de valoriser et de promouvoir la richesse culturelle de la langue Hausa. Plus de précisions avec notre correspondant Mbaye Golmem Emmanuel depuis Mondou. Placée sous le thème « La culture Hausa, vecteur d'unité de paix et de développement en Afrique », cette journée a vu la présence des intervenants experts ainsi que des artistes locaux et ceux d'ailleurs venus partager leur passion et leur savoir-faire devant plusieurs centaines de personnes venues célébrer cette langue qui est l'une des plus parlées dans le monde. L'occasion pour le président de l'Association pour la générosité et l'amitié des jeunes de souligner dans son discours que les Hausa ont une histoire riche et glorieuse marquée par leur résilience, leur esprit entrepreneurial et leur hospitalité légendaire. Les Hausa sont installés au Tchad à partir du XVIIIe siècle, en plusieurs vagues. Leur présence s'est renforcée au XIXe siècle avec le commerce transsaharien et jouait un rôle important dans l'économie et la société. Ils ont développé des réseaux commerciaux qui leur ont permis de commercer avec d'autres régions d'Afrique et du monde. Réputés par le commerce, tels que vente de tissus, sel, cola et du bétail et bien d'autres. Ils sont également des artisans œuvrant notamment en tannerie, teinture et confection de vêtements. Ils se déplaçaient à travers le Niger, le Nigeria, jusqu'à le Kanem, Bornou, le Wadaï, le Moyen-Chari et le Logon. La coordonnatrice de l'Association pour la générosité et l'amitié des jeunes intègres a fait savoir que la langue est un vecteur de culture, d'identité et de transmission des valeurs. Elle unit les peuples, traverse les frontières et nous rappelle l'importance de préserver notre héritage culturel. À travers elle, ce sont des siècles de traditions, de sagesse et de savoir qui vivent encore aujourd'hui. Les femmes, mères et éducatrices jouent un rôle central dans cette transmission. C'est pourquoi nous, à Agadir, tenons à valoriser leur contribution à la préservation de cette langue dans les foyers, les écoles et la société. Cette journée a été l'occasion de célébrer le patrimoine linguistique Hausa et de renforcer les liens au sein de la communauté, d'échanger autour de son héritage culturel et de promouvoir son usage. La présentation des mets traditionnels Hausa et des spectacles de danse typiques ont impressionné les passionnés de cette langue. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'essentiel de l'actualité sportive, tant nationale qu'internationale, cette semaine a été marquée par des rebondissements, des initiatives majeures et des performances remarquables dans plusieurs disciplines. Retour sur les temps forts de la semaine avec Ndjekausem Evaris. La troisième journée de la Ligue de basketball d'Injamena entre les Warriors et les Black Caleb. Cette rencontre était sans effet pour les Warriors déjà qualifiés pour la phase finale. Black Caleb opposant de la Crosse J pour sauver son honneur. Il sera question pour les poulains de coach Alain Assal de chercher à prendre au moins une victoire pour cette phase de play-off. Marc Ngoniri tourne de manière intelligente ses joueurs pour éviter les blessures car la course est encore longue, il reste des matchs décisifs et difficiles à venir. Une semaine après la réception officielle des dossiers des candidatures au poste de sélectionneur national,
Le responsable du cabinet, Djibril Hassan Lawan, a indiqué avoir reçu 66 dossiers représentant 28 nationalités différentes ont été recensés. Conformément à une analyse fondée sur les critères de sélection définis, 3 candidats ont été retenus. À noter que l'évaluation a porté notamment sur les critères suivants: l'étude des pièces fournies, l'analyse du contenu des dossiers, appréciation des projets techniques proposés par le postulant. De la remise du rapport, le président de la Fédération Association de football a salué la qualité du travail qui, selon lui, est effectué par le cabinet avec promptitude et de professionnalisme. Par ailleurs, il a martelé également que le rapport sera transmis au ministère de la Jeunesse et du Sport en vue d'une consultation finale avant les 3 candidats présélectionnés, avant le choix définitif du futur sélectionneur national. Le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno a reçu une homologation provisoire de la Confédération africaine de football. Cette décision, indiquée par courrier officiel de la CAF, est une excellente nouvelle pour le football tchadien. Elle permet au stade olympique, classé en catégorie 3 selon le critère de la CAF, d'accueillir provisoirement des compétitions officielles de la Confédération. C'est une rêve longtemps attendue par des Tchadiens qui devient réalité. Les Sao désormais joueront leur match à domicile sur leur propre terre devant leurs supporters. Au Maroc, la CAN féminine 2024-2025, le Nigeria récupère sa couronne. 7 ans après leur dernier sacré, les Super Falcons ont remporté ce samedi la 10e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire en 13e édition disputée en battant le Maroc à Rabat 3-2. Le tout dans un scénario audacieux puisqu'elles étaient menées 2-0 à la pause. Le Maroc n'a pu refaire son retard et échoue une deuxième fois d'allier en finale après sa défaite en 2022 contre l'Afrique du Sud. En Europe, la nouvelle recrue du FC Barcelone, Marcus Rashford, portera le numéro 14 durant la saison 2025-2026. L'attaquant anglais, prêté d'une saison par Manchester United, vient renforcer le club catalan. En plus du défi sportif, son arrivée est chargée de symboles comme le numéro dont il hérite, porté par de nombreuses légendes black au Ghana. Auparavant, dans l'histoire du club, plusieurs joueurs ont porté, mais désormais, l'heure de Marcus Rashford de porter ce numéro 14. Du côté du Real Madrid, les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid sont au point mort. Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant brésilien demanderait le même salaire que Kylian Mbappé pour signer un nouvel engagement avec le club madrilène. Vinicius avait réalisé une saison 2023-2024 de très haut niveau, conduisant le Real Madrid à des titres notamment en Ligue des Champions et en Liga. L'attaquant avait vécu comme une injustice sa 10e place au Ballon d'Or derrière Rodrigue. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les résumés hebdomadaires sportifs de la semaine. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain pour un autre numéro des actualités sportives nationales et internationales. Comme annoncé à l'entame de cette édition, je reçois l'ambassadeur Adoum Younusmi, actuel président du Conseil provincial de l'Enedi Ouest. Monsieur le ministre, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous avez pris part au séminaire national consacré à la décentralisation à l'ère de la 5e République qui s'est tenue du 21 au 25 juillet 2025 à N'Djamena. À chaud, quelles sont vos appréciations? Ça a été nécessaire, le séminaire a été extrêmement nécessaire, c'était utile parce que le processus de décentralisation étant nouveau au Tchad et que tous les acteurs ne maîtrisaient pas, même nous, élus, les représentants de l'État, les gouvernements et l'ensemble de nos concitoyens ne comprenaient pas grand-chose. C'est cette mutation qui est intervenue, donc il était nécessaire de tenir ce séminaire et d'expliquer aux gens. Et on est allé en formation en quelque sorte et donc nous avons pu échanger avec l'ensemble et donc chacun est aujourd'hui dorénavant fixé sur ce qu'il doit faire et permettre de le faire très sereinement entre nous, entre les représentants de l'État
et nous, collectivités autonomes, et le gouvernement. Donc c'était très très utile en effet. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes bien outillé pour mettre en œuvre sans difficulté le concept de la décentralisation au niveau des bases? Oui, absolument, puisque les prérogatives de chacun, les prérogatives sont fixées par les lois, notamment la loi 14 portant statut de collectivité autonome, qui est très claire, mais il fallait expliquer quelles sont les prérogatives exclusives, quelles sont les prérogatives partagées, et donc tout ça, et s'enquérir également, s'imprégner de ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a des pays qui ont mis en place depuis quelques années, africains notamment. Donc tout ça nous a permis de chacun de savoir ce qu'il doit faire, connaître ses propres prérogatives et les prérogatives partagées pour qu'on puisse coopérer pleinement pour faire avancer notre pays dans les provinces au niveau de... Parce que c'est très important, on ne peut pas se développer si tout est centralisé ici. Donc le président a fait un discours très fort, tant à l'entrée qu'à la clôture. Et donc ça a déjà fixé les tempos. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler les principales missions et attributions dévolues à un conseiller provincial, surtout dans le cadre du processus de la décentralisation? Eh bien, les délégués, si vous voulez, le conseil provincial s'occupe du développement dans les provinces. Tout ce qui est développement. Et de l'autre côté, les représentants de l'État s'occupent de rôle régalien, notamment le contrôle de l'égalité et la sécurité. Donc tout ce qui est régalien de l'État, c'est lui. Donc tout ce qui est développement, éducation, santé, environnement, tourisme, j'en passe, aménagement de territoire. Donc tout ça doit être décentralisé. Je rappelle que la loi 28 a déjà tout transféré les compétences. Les moyens n'ont pas suivi, et donc ce que nous avons demandé, puisque tout a été transféré, et donc les moyens doivent suivre. Évidemment, tout ne peut pas se faire en une journée ni en une année, parce que nous serons dépassés, parce que vraiment, en un an, reprendre transférer toutes les compétences dans les provinces, ça va être compliqué. Donc, il faut aller progressivement, concomitamment, pour que tout ce qui a été transféré, on le transfère avec les moyens pour pouvoir mettre en place cette politique en place. Alors, sur le plan technique et institutionnel, est-ce qu'il y a des avancées? C'est nouveau, donc c'est nouveau. Je crois que s'il y a des avancées, parce que déjà on explique, on sensibilise, et donc les régions aussi sont différentes, les provinces. Oui, elles ne se valent même pas aussi. Voilà, elles sont très différentes. Il y a des régions qui sont comme ma province, elle est très éloignée, comme d'autres d'ailleurs. Donc je ne suis pas le seul. Donc nous sommes à peu près 5 ou 6 provinces qui sont très éloignées de la capitale et arides. Et les conditions de travail et de vie sont difficiles, les gens sont très pauvres, et donc il faut s'inventer. Inventer comment est-ce qu'il faut... D'abord, nous, au niveau de notre province, nous avons décidé d'attaquer 2 priorités. La première, la deuxième année, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que plus de 40 à 60% des écoles n'ouvrent jamais. Écoles publiques, j'entends. Ils n'ouvrent jamais dans la région. C'est-à-dire que vous avez dans les grandes villes, notamment les chefs-lieux de province, et quelques départements, au moins quelques départements, les écoles ouvrent peu ou prou vers décembre, et ça se referme au mois d'avril. Donc 3 ou 4 mois de cours. Donc vous avez des niveaux qui n'avancent pas, les élèves abandonnent l'école, et donc les parents sont laissés à leur propre désarroi. Et donc nous avons dit, cette année, on va ouvrir toutes les écoles publiques. Nous avons déjà lancé un appel d'offres pour recruter 64 enseignants payés par la région, par la province. Voilà, qui sera payé par les subventions que la province reçoit de l'État. Et nous voulons également faire en sorte que, au niveau de l'hôpital provincial de Fada, on puisse également avoir recruté quelques spécialistes, notamment en gynécologie, en chirurgie un dentiste, par exemple, parce qu'on a beaucoup de problèmes. Cette étude nous a donné que ces spécialités nous manquent énormément, et donc... Et pourtant, les provinces traversent des situations. Aujourd'hui, l'année dernière, on a perdu beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à accoucher. Il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de gynécologue, donc on a dû
transférés chaque fois dans une ambulance sur 400 km. Et donc, l'état aussi de la route. Voilà, les conditions de transport sont telles que beaucoup de femmes meurent. Et peut-être que 70% sont morts en route. Elles sont mortes en route. Et donc, il faut arrêter ça. On a les moyens. Avec les moyens que nous avons eus cette année, enfin, du moins sur le papier, ces moyens peuvent nous permettre d'arrêter ce fléau. Et autant à l'éducation et à la santé. Donc, je crois qu'il ne faut pas pédaler plus fort. Il faut aller doucement en fonction des moyens qu'on a et expliquer. Et tout ça, ça prendra du temps. Monsieur le ministre, on a comme l'impression qu'il y a certaines provinces qui sont déjà prêtes et d'autres qui ne sont pas aussi prêtes. Est-ce qu'au sortir de ces séminaires, on peut dire que les choses peuvent vraiment aller? Aucune province n'est prête. Aucune province n'est prête parce que le processus est nouveau. Quand c'est nouveau, une telle réforme ne peut pas se mettre en place immédiatement. Il faut... Je rappelle que la loi 14 portant statut de collectivité a été promulguée en novembre 2024. Un mois après, nous sommes arrivés aux élections. Donc, très peu de gens ont lu la loi, très peu, je veux dire. Et donc, aujourd'hui, il se trouve qu'au cours de ces séminaires, beaucoup ont découvert cette loi. Elles savent l'existence de cette loi, ces gens savent très bien l'existence de cette loi, mais ne connaissent pas le contenu. Donc, le séminaire a permis aux gens, parce qu'on a partagé, les séminaristes ont eu droit à tous ces textes, puis il y a eu beaucoup d'experts qui sont venus expliquer le contenu de la loi, et donc c'est très, très important. Deuxième, la loi 28 a été promulguée, je crois, en juillet, la loi 2000 relative au transfert de compétences. Donc tout ça, on les connaît. Ce qu'on demande, ce qu'on a demandé, obtenu, d'un engagement ferme du président a dit qu'il faut transférer les moyens avec. Donc, il faut qu'on nous transfère les moyens des compétences que nous aurons besoin la première, la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. On ne peut pas tout faire. Ça va nous... on sera pratiquement débordé si on nous transfère parce que nous n'avons ni les moyens humains, ni les ressources. Donc, c'est pourquoi on souhaite que le transfert est déjà fait par la loi, le transfert financier et tout ça est humain. Parce que l'avancée qu'on a eue, c'est la fonction publique provinciale. Ça a été acté. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons recruter ce dont nous avons besoin et nous allons payer localement. Parce que, imaginez-vous, les fonctionnaires qui arrivent là-bas, les conditions sont difficiles. Donc, quand on les envoie, pas de la province, quand ils vont dans les départements, puis dans les sous-préfectures, dans les communes, il se trouve qu'ils n'ont même pas les moyens de se loger parce qu'il n'y en a pas de logement en location. Tout ça, ça n'existe pas. Et donc, vous avez un enseignant qui est là-bas, 2 ou 3 enseignants, et qui reste le seul peut-être à être des gens instruits à ce niveau et qui se parlent entre eux. Puis au bout de quelques mois, bon, soit ils inventent pour dire qu'ils sont malades, leur épouse est malade, tout ça c'est normal. Quand les gens sont malades, ils doivent aller au chevet de leurs parents. C'est logique. Et donc quand ils reviennent ici, ils ne partent pas. C'est fini. Ils ne repartent plus. Ils ne repartent plus. Et donc, dans ces conditions, les enfants auront deux mois de scolarisation. Et voilà, ça s'est fait chaque année comme ça. Et donc, nous, la fonction publique provinciale, c'est pas de l'intégration. On ne veut pas de l'intégration. Parce que l'intégration, c'est un filet social qui est une assurance vie. Que vous travaillez ou vous travaillez, il n'y a pas d'évaluation. Et donc, tout ça, nous allons le contractualiser. En respectant les lois sur les recrutements et tout ça, le social, mais nous envisageons contrôler chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre leur présence et ce qu'ils font. Et ça, nous pouvons le faire parce que, imaginez un seul instant qu'un ministre de l'Éducation puisse dire qu'il contrôle une école à Ouzou. C'est quasiment impossible. Donc, cette proximité permettra puisque les élus, dans chaque département, il y en a 3, et donc qui suivent tout ça, et donc je pense que nous aurons des résultats très facilement. Alors, monsieur le ministre, comment le conseiller provincial que vous représentez articule-t-il alors ses actions face aux réalités concrètes du terrain, notamment en matière de ressources? D'abord, les ressources, c'est l'État qui nous donne dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les ressources, si vous voulez, la fiscalité locale, nous ne connaissons pas. Combien, quelle part et sur quoi on a des ressources, on ne connaît pas. En dehors des régions qui produisent du pétrole ou des minerais,
Donc là, c'est 5%, c'est connu, quoi qu'il en coûte. On dit, bon, voilà, vous avez sur ce qui est entré, c'est 5%. Mais les autres, on ne connaît pas. Il y a très peu de régions qui produisent ces richesses. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on pense, on est en train de réfléchir uniquement sur ce que l'État nous a alloué cette année dans le budget 2025 pour les provinces, pour chaque province, de manière équitable. Hein. Donc, et ça permet d'être... D'abord, on ne peut pas être élu parce que l'élection ou bien la mise en place de la décentralisation répond à une seule condition de développement local et que nous avons l'obligation, nous avons une obligation de résultat. Et donc, utiliser ces moyens rationnellement pour qu'on puisse gérer nous-mêmes les urgences localement. Personne ne nous dictera les urgences. Les urgences de nos provinces, on les connaît. Chaque province a des faiblesses sur un point, a des forces sur un point. Donc, il faut essayer d'avancer harmonieusement de manière à ce que toutes les provinces puissent développer. Donc, ça, on le connaît, ce qu'on doit faire. Vous parlez des forces et des faiblesses. Et effectivement, on sait que c'est des difficultés que les conseillers vont rencontrer sur le terrain. Alors vous, quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que vous pensez mettre sur place pour pouvoir trouver des solutions afin que les choses puissent aller sur des roulettes? Notre province est une province par excellence de tourisme. Donc, nous allons non seulement développer les conditions d'accueil, les conditions d'encadrement des touristes et tout ça, parce que les touristes, c'est quand même une ressource énorme, si elle est bien gérée. Bien gérée, comment? Il faut qu'au niveau central, nous allons demander, parce que là aussi, nous pensons créer une intercommunalité, interprovincialité, c'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 ou 5 provinces qui sont champions dans le tourisme. Et donc, ces régions-là, on va se retrouver, on va créer une interprovincialité pour qu'on puisse peser sur l'État. Tous les pays aujourd'hui, vous allez en Égypte, vous allez au Maroc, vous allez au Kenya et tout ça, ceux qui viennent pour le tourisme prennent des visas sur place. Imaginez, moi je suis de la région, je vois des Japonais qui viennent. Ils viennent de très loin. Et ces Japonais doivent prendre l'avion, venir à Paris, passer 3 nuits pour chercher son visa du Tchad, alors qu'au Kenya, il peut aller directement, en Égypte, il peut aller directement, au Maroc, il peut aller directement et prendre le visa à l'aéroport. Ce que nous demandons, et l'État est tout à fait conscient, et je crois que ça avance ce dossier pour que les 27 pays de l'Union européenne, plus les États-Unis, le Canada et je ne sais pas, le Japon, l'Australie et tout ça, là, puissent des pays. Et on ne peut pas demander également la réciprocité, parce que c'est nous qui sommes demandeurs de ces pays-là. Donc, alors, jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans certains pays, notamment comme l'Arabie Saoudite, qui sont l'Égypte, la Turquie, qui sont des grands pays. Si vous avez un visa Schengen, vous ne prenez même plus le visa de ces pays. Donc c'est pour dire que les visas sont sécurisés à ce niveau, parce qu'ils font confiance. Et donc nous demandons à l'État de faciliter ça pour qu'il y ait beaucoup de tourisme. Même en N'Djamena, les hôtels sont vides. Parce que la difficulté des visas, il faut 3 jours, 2 jours pour prendre un visa dans nos ambassades. Et donc ça, il faut fluidifier, il faut qu'on avance. Monsieur le ministre, au sortir de ce séminaire, des recommandations ont été formulées par les participants. Quelle est votre appréciation? Pensez-vous qu'elles seront exécutées à terme échu? Nous le pensons, parce que le président de la République, à l'ouverture, surtout à la clôture, il a dit la décentralisation pour lui, elle est au même niveau de priorité que la sécurité du pays. C'est très fort pour nous. C'est absolument très fort. Et donc, ça montre que la sécurité, c'est une priorité. Rien n'attend pour la sécurité. Les moyens sont transférés illico presto. Et donc, nous pensons que si le président l'a mis exactement au même niveau de la sécurité que la sécurité, je crois que nous ne douterons pas. Alors, si les recommandations issues de ce séminaire sont bien appliquées, est-ce qu'on peut parler enfin de la gouvernance vertueuse au Tchad? Oui, nous pensons, parce que nous sommes élus. Donc, ceux qui veulent renouveler leur mandat, ils doivent avoir un bilan positif. Et de toutes les façons, on a 6 ans de mandat. Les 3 premières années, après les 3 ans, il y a une possibilité de changement de l'exécutif. Donc, on voit votre bilan. Si vous voulez rempiler, il va falloir le faire. Et que de toute façon, il y a des organes de contrôle de l'État. Nous souhaitons qu'il y ait un organe de contrôle beaucoup plus exigeant pour qu'on puisse... Nous n'avons aucun intérêt
On ne laisse pas nos conforts pour aller dans nos régions, parce que nous sommes déjà au 3e âge, pour aller apporter quelque chose, un plus à nos régions. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas bien gérer et surtout de gérer utilement les ressources. Je viens d'entrer en possession d'un livre blanc qui en bas de ce livre dit Association nationale des provinces du Tchad. Ça, c'est une contribution au séminaire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous parler en 2 minutes, juste 2 minutes de ce livre blanc? Nous sommes 23 présidents des conseils provinciaux. Nous avons cru devoir mettre en place une association pour peser sur les décisions, pour pouvoir, parce que unis, nous pouvons faire avancer les choses. Donc, on a créé notre association, comme l'association des maires du Tchad, c'est une grande association. Donc, nous ne sommes pas des syndicats. Nous proposons des solutions. Et nous discutons avec le gouvernement, par exemple, sur les textes que le séminaire a arrêtés, notamment les décrets d'application et tout ce qu'il faut. Il y a des révisions des textes et tout ça. Et d'autres textes qui vont arriver, nous allons participer pleinement pour qu'on puisse apporter notre... Parce que nous aussi, nous travaillons avec beaucoup d'experts. Beaucoup d'experts pour pouvoir... On a rédigé un livre blanc pour permettre... C'était notre contribution. On a distribué à tout le monde. On a pris les exemples des autres pays, comment ça se passe ici, comment ça se passe ailleurs. Donc, c'était notre contribution. Et donc, ça a été utile. Les gens ont salué ce document parce que même les maires ont produit les leurs. L'État en a produit également son propre rapport. Donc, compiler tout ça, rien ne manque. Finalement, on a tout brassé, l'ensemble des points. Et donc, je pense que c'est très utile. Et nous allons produire d'autres également. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Vivement que ces choses puissent continuer pour vous permettre vraiment d'avancer. Il ne me reste qu'à vous dire merci, monsieur le ministre, pour avoir accepté d'être des nôtres ce soir comme invité du journal. Merci à vous, parce que vous nous donnez l'occasion d'expliquer ce qu'on doit faire, ce que nous sommes, et ça a été très utile. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon dimanche à tous.